Bonjour, bonsoir, c'est DJ Emeraude, très heureux de vous retrouver pour un nouveau test de produit DJ Audio Fanzine. Aujourd'hui, on va tester un produit un petit peu particulier. On va tester la Newmark PT01 Scratch. Donc c'est une petite platine portable développée exprès pour le portablisme. Alors qu'est-ce que c'est que le portablisme? C'est un concept en fait. Le concept, c'est de faire du turntablisme, donc c'est-à-dire de pouvoir scratcher, mais de façon mobile, n'importe où, n'importe quand. Alors l'idée, en fait, elle est pas nouvelle. Qbert avait déjà essayé de développer ça avec Vestax il y a peut-être une dizaine d'années, je sais pas exactement, avec la platine QFO, qui permettait justement de scratcher sans mixette et avec une seule platine. Le souci, c'est qu'elle était grosse, elle était volumineuse, elle pesait lourd, et puis ça fonctionnait sur secteur. Du coup, elle avait, je pense, quand même trouvé son public, mais ça n'avait pas non plus cartonné des masses. Après, l'idée s'est un petit peu perdue, et depuis 1 an, 2 ans, on constate qu'il y a un retour évidemment du vinyle, une consommation du vinyle, et les constructeurs ont refabriqué des petites platines à entraînement direct ou à entraînement par courroie. Mais du coup, ça a donné des idées aux scratchers qui ont acheté des crossfaders externes portables et ils les ont fixés sur ces petites platines qui sont juste prévues à la base pour lire des vinyles et puis se sont mis à scratcher un petit peu comme ça dans la rue. Donc en fait, ils ont recréé par détournement du portablisme en fait en utilisant des petites platines qui sont pas du tout prévues pour ça. Donc je pense que Newmark ont constaté qu'il y avait un buzz et une mode qui revenait avec ça. Et puis, ils ont constaté tout simplement qu'il n'y avait pas de produit adéquat qui existait. Ils ont remarqué qu'on était obligé un petit peu de bidouiller pour se créer nos petites platines portables. Donc, je pense que c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de créer cette Newmark PT01 Scratch. Et je pense qu'ils ont eu raison parce que y a un gros buzz là-dessus, en fait. Pourquoi? Parce que les scratchers, en général, ils ont du mal à promouvoir leur musique parce que c'est jamais très fun de voir un mec un petit peu en train de scratcher dans sa chambre. Mais l'idée du portablisme, c'est de pouvoir scratcher du coup à l'extérieur et ça rend les vidéos un petit peu plus sympas à regarder, donc ça monte beaucoup plus les vues. Du coup, tout le monde s'y met. Et pour confirmer ce que je dis, quand je dis que tout le monde s'y met, c'est vraiment pas des bêtises parce que la production de breakbeat revient et elle revient pas n'importe comment, elle revient pas mal sous la production de petits vinyles au format 7 pouces, justement pour être adaptable en fait avec ce type de petites platines. Voilà, donc vu que c'est une platine, qu'est-ce qu'on va devoir tester? On va devoir tester les sauts de cellules, vu que c'est une platine pour scratcher, pardon. On va devoir tester si la cellule tient bien la route pour le scratch, donc est-ce qu'elle est sensible au saut, est-ce qu'elle a une qualité du son plus ou moins correcte, la platine en elle-même, est-ce que le plateau résonne ou pas, est-ce qu'il est sensible au rumble? Et puis surtout, puisque c'est pour faire du scratch, la qualité de la coupure du crossfader. Alors c'est pas un crossfader, c'est un switch comme vous pouvez le voir, c'est une espèce de petite balance. Donc on va devoir évaluer évidemment sa robustesse, la précision de la coupure, et puis les éventuels réglages possibles. Donc on va regarder tout ça au cours du test. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, on va faire le tour d'horizon juste avant, qui va nous permettre d'évaluer la manufacture, l'ergonomie et les connectiques. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le tour d'horizon. Bien, avant de commencer à présenter la platine telle quelle, je vais commencer par présenter un petit peu l'aspect valisette de voyage, puisqu'elle est prévue aussi pour le transport. Donc en fait, il y a un couvercle là qui se démonte. Bon, je vais pas commencer par ça. Je vais d'abord montrer un petit peu comment se présente la valisette. Donc on a des connectiques sur les côtés. Voilà. Et on a aussi une petite poignée, voilà, pour le transport, pour la porter à la main. Donc ça c'est vraiment très pratique. Et puis évidemment la petite glissière pour enlever le capot pour accéder à la platine. Bon, avant de l'ouvrir, on va parler des dimensions tout de suite. Donc 30 cm sur 30 cm, d'où sa forme carrée, 10 cm de hauteur. Donc très pratique à transporter puisque le tout rentre dans un sac à dos
Et puis au pire, si on veut la porter à la main, il y a la petite poignée pour ça. Au niveau du poids, elle est très très légère puisqu'elle fait 2,15 kg. Donc encore une fois, très pratique pour le transport et surtout très pratique, très confortable quand on scratche avec sur les genoux, un petit peu en mode comme ça à l'arrache, avec des piles. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer derrière l'emplacement justement pour les piles. Donc c'est une petite, un petit cache qu'il faut retirer. Et dedans, il y a 6 piles de type R20. Donc c'est des grosses piles comme ça, à placer, voilà, pour avoir les 12 volts. Ok. Donc, on va ouvrir maintenant la valisette pour montrer un petit peu la platine. Donc, c'est tout simple, hein. Ça s'ouvre sous forme de glissière là sur le côté. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à enlever le capot. Bien, on va faire d'abord quand même le tour d'horizon des connectiques que je viens de montrer tout à l'heure. Donc, on a... J'ai essayé de mettre ça... Bon, tant pis, ce sera un peu dans les reflets. Donc on a deux sorties casque en mini jack et en jack 635. Donc vous pourrez y brancher des petits écouteurs comme un gros casque un petit peu plus volumineux. Une sortie line out en RCA master, donc qui peut servir soit pour s'enregistrer sur un périphérique externe ou soit pour diffuser sur des enceintes externes qui seraient de meilleure qualité que le petit haut-parleur là qui est fourni dessus. Ensuite, on a évidemment la prise secteur, l'embout pour la prise secteur et puis un petit switch on/off. Et de l'autre côté, nous avons une prise USB pour permettre de faire une communication entre le logiciel EZ Vinyl Tape Converter et votre ordinateur. Et donc en fait, c'est un logiciel qui va permettre d'encoder ces vinyles via la platine, donc de numériser ces vinyles. Et on pourra régler le gain justement de sortie qui passera par du signal de sortie qui passera par la prise USB pour l'encodage. Attention, du coup, je précise que cette prise USB ne sert pas pour l'alimentation de la platine, hein. C'est vraiment soit les piles, soit le boîtier d'alimentation, mais on pourra pas alimenter la platine via l'ordinateur. Cette prise USB, elle sert vraiment pour l'encodage et le petit volume de sortie pour l'encodage ici avec le petit bouton de gain. Voilà. Et à côté, on a une entrée mini jack en stéréo qui va nous permettre de brancher tout type de lecteur portable. Donc ça peut être un téléphone, un ordinateur, un iPad, un iPod, des tablettes, etc. Enfin bref, tout ce qui peut sortir du son en mini jack, ou au pire vous utilisez des petits raccords tout simplement, hein. Donc là, ce type de câble, hein, mini jack mal, ça va être un petit peu votre copain. Je vous conseille même d'en acheter plusieurs parce que, comme c'est des câbles un peu petits, souvent les connectiques finissent par s'abîmer ou à l'intérieur, les soudures finissent par bouger et se casser. Et souvent, du coup, il y a un problème de contact, voire plus du tout de signal. Voilà, donc je vous conseille d'en acheter plusieurs si vous voulez ne jamais avoir de problème. Ensuite, j'ai oublié d'en parler, mais il y a un petit manuel d'installation, enfin plutôt un petit guide de fonctionnement. Voilà, bon c'est succinct, mais ça suffit largement. Et puis après, bon ça c'est pas utile, c'est les informations de garantie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en surface de la platine? Évidemment, on a un bras de lecture. Alors le bras de lecture, il y a une petite encoche qui permet de le libérer, là un petit clip. Ensuite, tout est thermoformé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du coup changer la cellule, on ne peut pas régler ni le poids ni la hauteur du bras, qui d'ailleurs est très léger, donc évidemment il y a un petit peu de jeu, mais franchement en utilisation
C'est pas dérangeant du tout. Et puis on entend un petit clic. Alors le petit clic, en fait, c'est le fait qu'il n'y ait pas de moteur off. C'est le fait d'avancer le bras vers la platine qui va actionner le moteur et donc du coup faire tourner le plateau. Donc ensuite, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a un petit haut-parleur quand même pour pouvoir s'entendre quand on est en extérieur. Alors évidemment, ça sonne un petit peu cheap parce que je pense pour des soucis de poids, ils ont mis une toute petite membrane, en fait, un tout petit haut-parleur, donc ça sonne un petit peu comme comme un petit poste de radio, en fait, de cuisine. Voilà, ça fait largement l'affaire. Et puis, de toute façon, on a la possibilité, via la sortie RCA, de faire sortir le son sur un autre périphérique, avec des enceintes qui seraient de meilleure qualité. Ensuite, on a un bouton de volume de sortie générale. On a un bouton d'équilibrage vers le haut ou vers le bas. Donc, c'est une sorte d'EQ, en fait, mais ça se comporte plutôt comme un filtre à plateau plutôt que comme un cut. Voilà, le bouton est cranté, donc ça c'est très bien. Et on a un pitch aussi avec bouton cranté qui va de -10 à +10. Donc ça c'est bien aussi. Et puis on a le choix de la vitesse du plateau de lecture qui peut aller à 33 tours par minute, 45 tours par minute et 78 tours par minute. Donc ça c'est très très bien aussi parce que du coup on a tous les formats de vitesse de lecture qui sont pris en charge par la platine. Et évidemment, par contre, il vous faut des vinyles au format 7 pouces. Ensuite, on a un petit rond central pour les 45 tours. Et ensuite, on a l'emplacement du switch que j'ai démonté exprès pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Alors, l'avantage du switch, c'est que c'est une petite plaquette en fait qui va venir se mettre comme ça. Et on va pouvoir choisir le sens d'inclinaison en fait de la balance. Donc on peut en gros, on pourra choisir de le mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, etc. Alors vous avez remarqué du coup que sur la platine il n'y a pas de bouton pour inverser le sens du crossfader, mais du coup ça se fait comme ça en fait. C'est à vous de choisir au moment où vous allez le configurer votre sens de coupure, voilà, et en même temps votre inclinaison. Donc ça c'est très très bien. Je vais le laisser comme ça à la limite. Maintenant, je vais vous montrer le switch pour vous montrer que c'est une bascule et pas un crossfader en fait. Voilà comment ça fonctionne. On voit pas très bien. Là. J'ai des reflets. Voilà. Là, vous voyez peut-être mieux le côté balance. Voilà. Donc pour le moment, j'en dis pas plus. On va faire je vais le rebrancher et puis on va faire le test dans la foulée du switch, voilà, pour voir comment ça cut, est-ce que c'est précis ou pas. Donc je vous dis à tout de suite pour le test du switch. Bien, donc concernant le switch, j'ai remarqué 3 points importants que je m'en vais vous présenter. Le premier point, c'est le fait que le mouvement se fait par balancier vu que le switch est une bascule. Donc ça change et perturbe nos habitudes, puisqu'on a plutôt l'habitude de faire un mouvement par glissade comme ceci. Donc là, on va devoir passer d'un mouvement de glissade à un mouvement de balancement. Donc la conséquence, c'est que ça demande beaucoup d'entraînement et un temps d'adaptation. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Ok, donc voilà, une bascule, ça demande un temps d'adaptation, mais c'est pas pour l'instant c'est pas un handicap, c'est pas ça le plus embêtant. Là, ce que je vais commencer à vous montrer, ça l'est déjà un petit peu plus. Donc c'est des problèmes de distance entre le point de cut-in et le point de cut-out. Donc là, on va évaluer déjà le point de cut-in. Je commence à scratcher, je suis complètement au bord et j'avance le crossfader pour savoir à quel moment le son commence à rentrer. Voilà, donc là le cut-in, il est quasiment à la position verticale. Donc maintenant je vais chercher le point de cut-out, on est d'accord, ça devrait être quasiment le même que le point de cut-in, c'est-à-dire que dès que je vais commencer à bouger le crossfader le switch vers la droite, ça devrait couper le son. Donc j'y vais, je déplace vers la droite, et vous voyez ça coupe pas tout de suite. Voilà, ça coupe ici. Donc là, je suis en position un peu plus inclinée pour le cut-out, et pour le cut-in, ça se passe à peu près là.
Donc ça, c'est déjà un problème qu'entraîne une imprécision. Ensuite, j'ai remarqué un autre souci de distance qui est encore plus handicapant, c'est qu'après le point de cut-in, voilà, qui se trouve ici, après le point de cut-in, il y a toute une distance pour aller jusqu'à l'autre bord, l'autre côté de la bascule, qui sert à rien. Et ensuite, pour retourner au point de cut-out, donc du coup qui se trouve à peu près ici, ben on a toute cette distance à parcourir. Et on le sait, il y a un rapport entre la distance, la vitesse et le temps. Donc cette distance qu'on a à parcourir en plus, eh bien elle nous rajoute du temps, c'est-à-dire de la latence. Et cette latence contribue aussi à augmenter l'imprécision. Donc là, c'est déjà un petit peu plus handicapant entre guillemets. Alors il y a une astuce pour ça que j'ai commencé à chercher. En faisant glisser une petite plaque de métal sous le switch, on bloque du coup là, on arrive à bloquer la bascule à peu près à ce niveau-là, donc ce qui correspond à peu près au point de cut-in. Donc là, je vous le montre pas évidemment parce que la plaque en question à glisser en dessous, il faut la fixer à la plaque rouge parce qu'évidemment, dès que vous allez donner 3 coups de cut, la plaque que vous allez glisser en dessous, elle va pas tenir, elle va se trouver éjectée. Donc je peux pas vous le montrer parce que la platine, je l'ai en test, je sais pas si je vais pouvoir la garder, donc je me suis pas lancé dans des modifications. Mais j'ai testé avec une plaque en carton que j'avais fixée avec des scotch et ça marche. Ça bloque bien la bascule à ce niveau-là. Donc ça, c'est une première modification possible. Ensuite, moi, je ne trouve pas le switch tel qu'il est, avec on va dire ces deux soucis-là. Moi, je trouve pas que ce soit un problème. Au contraire, je considère que c'est limite des points positifs, parce que du coup, on arrive à scratcher quand même, à faire les mêmes choses, mais c'est juste beaucoup plus dur. Donc c'est un peu comme si on avait un handicap en plus. Et un handicap, ça peut avoir un intérêt. Hein. L'intérêt, tout simplement, de s'entraîner avec un handicap, c'est d'augmenter la difficulté, en gros, de s'entraîner en mode hyper hard, hein, si on devait comparer ça avec un jeu vidéo. Et du coup, après, quand vous repassez sur un crossfader normal, donc c'est-à-dire en mode normal, bah là, après, vous êtes tout simplement à Dieu. Une fois que vous arrivez à réussir à gérer ce genre de switch, quand vous repassez après sur un crossfader, là, c'est carrément, c'est la fête. Donc moi, du coup, je vais demander à la garder, cette platine, j'espère que ça va être possible. Je laisserai le switch tel qu'il est pour pouvoir m'entraîner en mode hard, et puis je rajouterai un crossfader externe, là, que je mettrai sans doute ici d'ailleurs, ceux dont je vous ai parlé en introduction, qui sont actuellement utilisés avec les platines qui sont pas du tout faites pour scratcher, afin de faire transformer ces platines en portable. Moi je vais appeler ça comme ça, je trouve que le thème est pas mal, c'est-à-dire le mélange entre turntable et portable, donc ça donne une portable. Donc voilà, je rajouterai un crossfader précis plus le switch pour pouvoir avoir deux modes d'entraînement, hard et easy. Voilà. Bon, par contre, il y a quand même un troisième point là que je vais vous montrer concernant le switch, et celui-ci c'est un peu le point qui cette fois-ci est quand même un petit point négatif, c'est que je trouve que malheureusement la coupure est un peu trop molle. C'est-à-dire qu'elle est pas assez sèche, donc expliquer ça autrement, on a la sensation qu'il y a une sorte de petit fade progressif très court, en fait, qui adoucit un peu trop la coupure. Alors le souci de ça, c'est que dès qu'on augmente la vitesse de scratch, on a tendance à dropper des cuts, c'est-à-dire qu'en fait, on en manque, hein, on en loupe, il y en a certains qu'on n'entend pas, et puis le reste des cuts, en plus, paraissent un petit peu faiblards en termes de volume. Du coup, des techniques de scratch en double timing, ça devient un petit peu compromis. Le double timing, c'est le fait de scratcher, par exemple, si j'ai une instru à 80 BPM, moi je vais scratcher à 190. Donc en gros, c'est tous les combos rapides. Alors du coup, je pense que c'est la raison pour laquelle dans les démonstrations de gens qui font des vidéos avec la PT-01, on voit que ce genre de technique, c'est-à-dire que du cut et que du forward. On voit beaucoup ça. Bah en fait, c'est logique parce qu'en fait, en partant plus ou moins toujours sur le forward, c'est-à-dire bien sur l'attaque du son, on est sûr d'avoir des impulsions qui sont régulières. Par contre, dès qu'on commence à faire des combos de type chirp avec un flair de clic, donc ça donnerait ça. Et bah c'est plus la même chose là, ça devient beaucoup plus difficile de rentrer ça proprement. Je vais vous le faire en démonstration. Je vais commencer à vitesse lente déjà.
Alors déjà, on se rend compte à vitesse lente que dans mon combo, la partie Sherp, il y a des cuts qui sont droppés. Elle rentre pas très bien, je suis pas très précis. Mais c'est possible, hein, je sais qu'avec beaucoup d'entraînement, je peux y arriver. Maintenant, je vais faire exprès d'augmenter la vitesse pour vraiment vous faire remarquer que les coupures qui vont se retrouver au milieu des flares sont beaucoup moins fortes et du coup, ça donne pas le même type de résultat, même avec de l'entraînement. Donc là, moi, je me suis déjà pas mal entraîné et vous voyez que le résultat, il est pas hyper précis, quoi. On y arrive, ça ressemble à quelque chose, mais c'est loin d'être aussi précis qu'un vrai crossfader. Bien, donc pour illustrer mes propos sur ce point, on va regarder la toute dernière démo faite par des champions sur la PT01. Donc on a le champion japonais, on a le champion australien et puis le champion new-zélandais. Donc les deux premiers, ils font que du cut. Voilà, comme on peut l'entendre, ils font que du cut, que des forwards, et surtout pas de double timing. Donc ils assurent leur prestation. Par contre, le dernier, lui, il va tenter du double timing, il va aller au charbon, et vous allez voir, ça va pas être très précis. Voilà le prochain, qui va tenter du double timing. Voilà, donc lui, il a tenté des techniques plus compliquées, justement, double timing, des flares, des choses comme ça. Et c'était nettement moins précis. Mais en tout cas, du coup, respect à lui. Hein. Lui, il a été au charbon, il a moins pensé à son image, peut-être. Il a tenté des trucs plus risqués et il s'est un petit peu planté. Enfin bon, voilà, on va reprendre la suite du test. Maintenant, je vais tester la technique ultime pour tester un cross, c'est le crab. Alors le crab, le pouce fait office de ressort et je viens taper par saccade avec mes doigts 3 impulsions. Donc en fait, rapidement, ça donne ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Ça devrait donner ça, on essaye. Bon là je m'entends pas moi personnellement parce que j'ai des retours très faibles pour pas avoir de l'arsène. Je sais pas du tout ce que ça a donné, mais à mon avis, pareil, c'était un petit peu laborieux, pas très très précis. Donc voilà, je l'ai vraiment fait exprès pour vous montrer les limites de la qualité de la coupure du crossfader. Du switch, pardon. Ensuite, pour finir avec le switch, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu de jeu, mais le jeu n'est pas dérangeant parce qu'il est extrêmement souple, ce switch. Donc on peut compenser le jeu par une extrême vitesse en fait. C'est-à-dire qu'il est, quand je dis qu'il est souple, c'est il oppose pas de résistance. Voilà. Donc au moins on peut du coup essayer de pallier cette imprécision de la coupure par la vitesse. Ça rattrape un petit peu les choses. Et ensuite au niveau de la robustesse, là je m'inquiète pas du tout parce que dedans en fait c'est pas une patte. C'est une petite encoche, voilà, et en plus il y a un clip. Donc déjà l'encoche ne peut pas casser. Franchement, ça m'étonnerait qu'on puisse casser ça. Et comme il y a une petite encoche aussi, le bouton il tient très très bien, il peut pas partir. Donc voilà, en gros, ce que j'avais à dire sur le switch. Bien, je viens d'expliquer les 3 points un peu handicapants du switch. Cependant, j'insiste sur le fait que c'est pas forcément un point négatif. Faut voir ça comme un challenge. Et comme il est difficile, en plus de sortir des combos rapides avec le switch, ça nous force à chercher d'autres combos, d'autres mouvements, et ça nous pousse à travailler d'autres techniques qu'on n'exploite pas habituellement sur un crossfader classique. Donc finalement, le switch, il pousse vers l'effort et vers la créativité, et moi je trouve ça plutôt pas mal. Bref, maintenant que j'ai décortiqué le switch, on va s'attaquer au reste. Donc, est-ce que la platine est sensible au rumble et aux vibrations? Oui, donc je vous montre. Alors par contre, vu qu'il n'y a pas de moteur off, je suis obligé de poser la cellule
sur le plateau et puis de trouver un endroit où il n'y a pas trop de son. Donc on va avoir un petit souffle qui va traîner. Voilà, je suis obligé de faire comme ça, désolé. Donc pour tester un petit peu le rumble, je vais donner des coups à vide de switch et vous allez voir que ça se transmet pas mal quand même dans le bas, chaque coup qu'on donne. Ça donne un espèce de rumble qui se transmet dans la cellule en fait et qui donne un espèce de truc un petit peu dégueulasse dans le bas. Donc oui, la platine est sensible aux vibrations, mais c'est absolument normal puisque tout le carénage est en plastique pour que la platine soit légère et transportable. Et je pense pas que ce soit possible de faire autrement, sinon on revient à une QFO avec tous les problèmes qu'elle est avec, c'est-à-dire le poids, la dimension, l'alimentation, etc. Donc pour atténuer un peu le rumble, on a tout de même le bouton tone ici, qu'on peut équilibrer un peu plus vers les aigus, mais ça a tendance à faire cracher un petit peu le son. Je vous montre. Je reprends le même son, je vais prendre un A. Donc déjà en mode normal, le son a tendance à crachouiller un petit peu, parce que bon la cellule c'est pas non plus une cellule à 300 €, quoi. Donc le son il est tel qu'il est, il est correct, mais bon ça crache un petit peu. Et donc du coup si je veux équilibrer un peu plus vers le haut pour retirer un petit peu de bas que j'ai tendance à créer avec les switches, il faut que je monte le bouton tone et du coup ça fait cracher un peu le son. Donc là c'est en mode normal et en mode équilibré plus vers les aigus. C'est un petit peu plus dégueulasse. Bon, on a quand même ça à disposition pour équilibrer, mais je pense que ça aurait été mieux de mettre un vrai cut en fait avec 3 bandes plutôt qu'un bouton tone. Comme ça on aurait pu couper le bas et puis équilibrer un petit peu plus les fréquences. Donc bon, voilà, une idée peut-être pour une PT02. Et puis pendant que j'y suis aussi, quelque chose qui nous manque, c'est un bouton de gain pour le vinyle et puis un bouton de gain pour le niveau d'entrée des instrus qu'on rentre. Parce qu'en fait là du coup on n'a rien pour faire le mix et parfois malheureusement on injecte une instru par exemple qui n'a pas été masterisée. Donc du coup le niveau est un peu trop faible par rapport au son du vinyle et puis parfois c'est l'inverse, on va avoir un vinyle qui va être un petit peu faiblard avec une instru qui est trop forte et on n'aura rien pour équilibrer le son. Donc voilà aussi pour une PT02 un bouton de gain pour chaque entrée ce serait tip top. Ensuite, est-ce que le plateau résonne pardon. Alors la résonance c'est le fait de distinguer une note qui résonne souvent dans le plateau et qui peut se transmettre aussi dans la platine. Et cette note, elle peut durer plus ou moins longtemps selon la résonance. Donc faisons le test. Donc encore une fois, je pose la cellule quelque part où il n'y a pas de son. Voilà, dans un creux. Et du coup, je vais taper dans la platine pour voir si on entend une note, une résonance. Donc oui, il y en a une. On entend une note, mais elle est relativement faible quand même. Et là, du coup, ça me paraît normal qu'elle soit faible, en fait, puisque tout est en plastique. Du coup, la transmission de la résonance dans la platine, elle se trouve atténuée. Donc là, sur ce point-là, là-dessus, on est plutôt pas mal. Là, c'est pas trop mal. Il n'y a pas trop de résonance. Ensuite, est-ce que la cellule saute? Oui, la cellule, elle saute énormément, puisque le bras est très léger, qu'il n'y a pas de réglage de poids. Et puis le plateau aussi, il est pas très stable. Donc, je vais vous montrer un petit peu le plateau, comment c'est fichu. Bon, déjà, il est en plastique. Et à chaque fois qu'on appuie dessus, en fait, comme c'est très léger et que c'est une matière plastique, ça soulève en fait l'autre côté. Donc par exemple, à chaque fois que je pose la main de ce côté-là, ça le soulève de ce côté-là. Et malheureusement, c'est le côté de la cellule. Donc évidemment, à chaque fois que je pose la main, boum, ça fait un peu sauter, un peu décoller la cellule. Je vais vous montrer. Strange man. Voilà, bon, pas la peine de faire plus de massacre, ça saute. Donc du coup, c'est indispensable d'utiliser des vinyles 7 pouces qui ont des faces skip-proof. Alors les faces skip-proof, je vous montre là, ça se reconnaît souvent au fait qu'il y ait plein de petites plages comme ça de sons qui sont les mêmes.
Donc en fait, je vous explique le principe. Le vinyle, il est gravé à 133,33333 BPM. Et ce qui fait qu'en fait, à ce tempo-là, les boucles sont infinies. Donc du coup, on retombe toujours. Vous voyez, mon A par exemple, il retombe toujours à 9 heures. Même si ça saute, je suis sûr de garder mon son. Voilà, donc avec ce genre de petite portable, indispensable d'utiliser des 7 pouces skip-proof pour vous entraîner au scratching. Alors attention, faut pas oublier que c'est pas une platine professionnelle, dans le sens où c'est pas un outil qui est destiné à faire de la scène ou s'enregistrer. Donc tout ce que j'ai dit un petit peu là, tout ce que je viens de montrer, c'est normal. Hein, l'outil, c'est un produit ludique et fun pour s'entraîner n'importe où. Et dans ce sens d'ailleurs, je suis pas en train de tester la platine dans son mode d'utilisation normal, puisque je suis sur une configuration fixe sur un plan de travail qui est plat. Pour tester la platine en mode portable, il faudrait plutôt que je la teste sur les genoux, donc c'est ce que je m'en vais faire. On va faire ça en démo. Je vais enregistrer plusieurs sessions freestyle, puis je vais les compiler mes meilleures prises. Comme ça, vous pourrez évaluer la qualité du switch en application. Donc c'est parti pour une démo. Bien, donc nous voilà en configuration portablisme. Je suis bien à l'arrache sur mes genoux dans mon petit fauteuil. Alors vous m'excusez, mais j'avais pas de pile, donc du coup je suis obligé de me brancher en alimentation. Donc il y a des fils qui passent un peu partout, c'est pas tip top, mais bon, je suis obligé de faire comme ça pour vous montrer le côté portatif de la platine. Alors, quand on l'a sur les genoux, comment ça se comporte? Alors évidemment, la platine est très sensible, encore plus sensible au rumble que posé sur un plan fixe. Et j'ai remarqué une autre chose aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on donne un coup de switch, comme la platine est sensible au mouvement, ça crée une espèce de pitch de vibrato sur le pitch. Voilà, et on entend bien du coup un petit peu tout trembler, hein, vous voyez, on entend bien le bras qui bouge, on entend bien les sauts de cellules, etc. Mais bon, tout ça, je l'ai déjà dit, c'est normal, c'est pour faire joujou dehors, c'est pas fait pour s'enregistrer. Donc, on va mettre un peu de musique, je vais faire un freestyle. Peut-être juste avant ça, évaluer un peu les positions, voir à partir de quel moment ça commence à sauter. Donc là, j'incline. Bon, ça tient comme ça. Peut-être moins à la verticale quand même, enfin dans ce sens-là. Ouais, voilà, là c'est normal, puisque je penche le poids entraîne la cellule de l'autre côté, enfin vers le bas, c'est la gravité. Et ce côté-là, ça tient, et je suppose que vers moi, évidemment, ça va tenir aussi. Bon, ça tient. Bon, bref, voilà, c'était juste pour vous montrer ça, que ça tient plutôt pas mal quand on commence à incliner. Voilà, alors par contre, faut trouver une bonne stabilité quand même sur ses genoux, parce que sinon ça saute sérieusement. Bon. Et puis évidemment, à chaque fois qu'on donne un coup dans le switch, vu qu'il faut quand même pas mal le solliciter, puisque j'avais montré les problèmes de distance, etc. Ça fait sauter la cellule, et puis surtout ça déstabilise, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver ses repères, on a beaucoup de mal à être précis quand même. Bon, bref, je vais y aller en mode freestyle. Donc là, je suis branché, mon PC est branché, rentre dans la platine, et je vais utiliser un vieux looper comme source d'instrumental. Donc c'est un fichier exécutable en flash, et dedans on a plusieurs types de sons qui tournent en boucle à différents BPM. Je vous fais écouter vite fait. Donc j'avais mis un petit peu de tout, de la drum and bass à 180 BPM. Là, un truc un peu électro à 120 BPM.
des trucs un petit peu plus atmosphériques, un peu plus bizarres, on va dire, un peu plus expérimental, un peu plus industriel. Un peu de hip-hop, enfin bon, bref, voilà. On va pas s'attarder là-dessus. Je vais me lancer une petite instru. Je vais laisser tourner. Et puis, bon, si c'est correct, je laisserai le freestyle. Si c'est pas correct, je couperai les bouts qui semblent à peu près les plus sympas à écouter. Voilà, bon, c'est parti. Là, donc maintenant, on va regarder un petit peu ce que vaut le logiciel pour encoder ses vinyles via la PT01. Donc, je vais sur la page de Newmark pour télécharger le software. Alors, je fais jamais comme ça. En général, je télécharge avant et je montre une fois installé. Mais voilà, là, du coup, j'ai un peu de temps, donc je vous montre l'install complète. Donc, je vais dans la section des downloads pour accéder au software. Je clique sur la page. Je cherche les fichiers à télécharger. Ah, voilà, ils sont ici. Alors, pour Mac, il y a une install évidemment du logiciel. Et pour Windows aussi. Moi, je suis en Windows 8, mais a priori, le driver, c'est le même pour tout le monde. Enfin, pas le driver, l'installation du logiciel, c'est le même pour tout le monde. Donc, vous le téléchargez. Moi, je l'ai déjà fait. Voilà. Donc on obtient ça, un point exe d'installation classique. Vous lancez la procédure, comme d'habitude. En français si tu veux, peu importe. Vas-y, installe. Oui, je comprends. Oui, c'est un bon chemin dans mes programmes. Et non, je veux... Oui, remarque. Allez, vas-y. Fais-moi une belle icône sur le bureau. Et exécute, oui, pendant qu'on y est. Parfait. Alors, étape 1, se connecter. Commencez par brancher votre appareil audio à l'ordinateur. Alors, comme je l'avais dit en introduction, c'est la petite prise USB qui est sur le côté. Hop, que je branche à mon ordi. C'est fait. Suivant. Next. Impossible de se connecter à l'appareil audio. Assurez-vous que l'appareil audio soit branché et mis sous tension. Il est bien branché, il est bien mis sous tension. Ça c'est la magie de Windows. Je vais attendre un peu, voilà, parce que il est peut-être en train de faire son installation comme il peut. C'est vraiment de la merdasse Windows, hein. Donc on va recommencer, peut-être qu'il va reprendre à 0 avec ce message d'erreur. Oui, voilà, il recommence. OK. Allons-y. Suivant. Non. Bon, bah voilà. Test du iZvinyl Converter qui va s'arrêter là. Parce que moi, quand ça commence comme ça, ça dégage. Allez hop. Merci bien, boujou. Bon, bah j'ai essayé au moins 4-5 fois d'installer le logiciel iZvinyl Converter.
À chaque fois j'ai eu le même message d'erreur. Le logiciel n'arrive pas à faire la liaison avec la PT01. Donc je ne sais pas quoi vous dire en fait. Soit ça vient de chez moi, de mon ordinateur, peut-être qu'il y a un problème avec les prises USB ou c'est Windows 8. Qui est de la merde. Moi j'ai mon petit avis déjà sur la question, hein. Windows 8.1 c'est pas terrible. Voilà. Alors je ne sais pas du coup si c'est le logiciel qui est en cause ou si c'est mon Windows. Moi en tout cas j'ai essayé 5 fois de suite, j'ai nettoyé, j'ai redémarré, j'ai essayé sur différents ports, j'ai désinstallé, j'ai réinstallé, j'ai fait tout ce que je pouvais, ça a pas marché une seule fois. Donc ça a eu le mérite de m'énerver, c'est déjà ça. Voilà. Bon, bref. Donc, je ne sais pas ce que vaut le logiciel. Je pense que chez vous, ça va marcher, hein, et sur Mac aussi. Moi, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas trouvé la solution. C'est pas bien grave. En tout cas, ça change rien sur le test de la platine. Donc maintenant, on va passer à la conclusion. Bon, c'est l'heure de la conclusion. Comme d'habitude, ma liste des points forts et des points faibles que je m'en vais vous lire. On commence par les points forts. Premier point fort, la portabilité de la PT01. Moi, je trouve qu'elle remplit cette fonction à merveille. Elle rentre dans un sac à dos, c'est transformable en petite valise, on peut la mettre sur secteur comme sur pile. Elle est super légère. Voilà. Donc, je trouve qu'au niveau de cette fonctionnalité, elle remplit son rôle à merveille. Ensuite, deuxième point fort, le design. Rouge et noir avec un espèce de côté un peu brossé comme ça, c'est vachement joli. Et puis le côté platinette, un peu mignonnette, c'est un peu con à dire, mais ça donne envie de scratcher. Voilà. Je suis pas matérialiste pourtant, mais ça marche quand on la voit, on a envie d'aller cutter. Donc ça, c'est un deuxième point fort quand même. Troisième point fort, le poids ultra léger. Elle fait moins de 2 kilos et ça, je pense que c'est indispensable pour une portable que ce soit très très léger. Voilà, qu'on puisse l'avoir sur les genoux sans que ce soit handicapant. Donc là-dessus, elle remplit aussi son rôle à merveille. Et en quatrième point fort, moi je mets le prix. 150 € pour un produit unique, exclusif, ludique et fun. Je pensais qu'ils allaient abuser un petit peu plus sur le prix. Moi je m'attendais à l'ordre d'un 200-250 €. Et au final, 150 €, je trouve ça assez abordable. Donc ça aussi, ça se souligne comme point fort. Donc voilà pour les points forts. En point négatif, je vais quand même mettre le switch, même si personnellement je ne pense pas que ce soit un point négatif. On l'a vu, il manque de précision. Ça c'est une chose. Donc ça rend le challenge de Scratch un petit peu plus dur, mais moi j'aime ça justement, puisqu'on a la possibilité de mettre un autre crossfader qui fonctionnerait un petit peu plus en définition, qui serait meilleur. Du coup, on peut s'entraîner en mode hard avec le switch et en mode easy avec un crossfader externe, par exemple. Donc moi, j'aime cette idée-là. Et puis, je trouvais que le switch aussi présentait ses intérêts. Le fait qu'il soit inclinable, par exemple, je trouve ça plutôt pas mal. C'est un bon point. Mais bon, voilà. Donc moi, je ne pense pas que ce soit un point négatif. Mais je sais que la plupart des turntablistes vont pas forcément avoir la patience de s'entraîner pour obtenir les mêmes résultats qu'avec un crossfader classique. Donc je sais que vous allez le considérer peut-être comme un point négatif, donc je suis obligé de parler du switch comme un point négatif. Voilà. Pour aller plus loin, je vais donner des idées de ce qu'il faudrait éventuellement pour une PT02. Alors j'exclus tout de suite les idées d'ultra pitch, de moteur hyper puissant, d'un carénage un peu meilleur pour avoir moins de sensibilité, etc. Parce que, comme je l'ai expliqué plusieurs fois dans le test, on arriverait au même problème qu'une QFO, qui était plus du tout fonctionnelle en termes de portablisme, enfin, c'est-à-dire qu'elle était trop lourde, trop grosse, pas facile à transporter, ça fonctionnait que sur secteur, etc. Donc, je ne vais pas retomber dans les mêmes envies pour améliorer la sensation de Scratch. Je le sais qu'une portable, ça peut pas être parfait. Par contre, ce qu'on peut améliorer, c'est évidemment le cut-in. Donc, pour une PT02, il faudrait un vrai crossfader avec les possibilités de réglage du cut-in et de la courbe, pour qu'on puisse régler la courbe plus ou moins sèche ou plus ou moins progressive. Même si j'ai ma petite idée là-dessus, je pense que à la limite, vous pouvez mettre
une courbe directement très très sèche parce que c'est essentiellement ce que les scratchers veulent. Voilà, mais bon, si on peut régler, c'est mieux. Ensuite, un gain pour l'entrée mini jack et un gain pour la cellule, parce que pour l'instant, on n'a rien pour équilibrer le mix entre les deux, donc ça, ce serait bien aussi. Un vrai EQ 3 bandes, au moins pour la cellule, plutôt qu'un bouton tone. Et puis, en plus du bouton de volume général aussi, un bouton de volume pour le casque. Voilà, parce que on peut avoir besoin des deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir besoin de régler le volume de sortie général parce qu'on envoie, j'en sais rien, le son vers d'autres enceintes. Puis de temps en temps, on veut quand même peut-être s'écouter au casque, mais là, il y a rien pour régler du coup le volume du casque. Donc voilà, ce serait bien aussi d'avoir un bouton de volume pour le casque. Voilà, bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous souhaite de bien vous amuser avec la PT01 autant que moi. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Ciao.